première fois, on profite de cette audience pour faire présenter les travaux de nos plus jeunes collègues sur un mode en 180 secondes et une slide. Et ensuite, on vous encourage à voter pour ces travaux. Ce vote permet de les classer et dans chaque discipline, celui qui aura recueilli le plus de suffrages recevra un prix qui sera remis à la fin de la plénière tout à l'heure, après la plénière d'Alain Fischer. Alors, comme le vote s'arrête à 11h30, si vous êtes d'accord, on va commencer par la présentation des travaux. Et donc, on va inviter successivement Tiffaine Bouchama et Caroline Racine à présenter leurs travaux. Et ensuite, vous aurez donc le temps jusqu'à 11h30 de voter pour les posters. Et ensuite, on passera dans le vif du sujet de cette session qui va être consacrée à l'analyse et à la signification et aux impacts des variants de signification inconnus. On peut inviter Tiffaine Bouchama, qui est étudiante à AgroParisTech, à venir nous présenter son poster « Le score polygénique et l'édition héréditaire du génome humain en 180 secondes ». Bonjour à tous. Merci pour cette opportunité. Je suis Tiffaine Bouchama, je suis étudiante ingénieure à AgroParisTech et aujourd'hui je viens vous présenter mon travail de stage de recherche bibliographique sur le score polygénique et l'édition de l'embryon humain. Donc, premièrement, c'était parti d'un article publié en début d'année dans Nature sur l'édition polygénique héréditaire par Vischer et ses collègues. Donc, premièrement, le score polygénique, qu'est-ce que c'est ? C'est une valeur prédictive de prédisposition à des maladies polygéniques qui est calculée par l'addition des effets d'un grand nombre de variants génétiques. Donc, appliqué à l'embryon, il s'agit d'attribuer un score qui est basé sur plusieurs scores polygéniques. C'est des scores qui présentent de nombreuses limites. Premièrement, ce sont des valeurs qui sont statistiques et donc qui vont présenter un risque. Enfin, il va falloir faire attention à leur interprétation. Il y a également un manque de données de validation associé à ces scores. La réduction de risque qui est associée à cette sélection est très limitée. Les effets de l'environnement et les interactions entre gènes ne sont pas pris en compte dans le calcul présenté. Et enfin, on va également avoir le problème de la pléotropie, c'est-à-dire qu'un facteur peut être un facteur de risque pour une maladie, mais facteur protecteur pour une autre. Et également, on va retrouver des inégalités sur la fiabilité des résultats à cause de la surreprésentation des populations européennes dans les données des GWAS. Passons maintenant à l'édition de l'embryon humain, donc par les outils d'édition génomique CRISPR-Cas9 et ses dérivés, qui ont beaucoup évolué ces dernières années, mais qui présentent encore des limites, notamment les risques de mosaïsme, mais également les effets off-target, les effets on-target, donc avec des délétions de plusieurs kilobases ou des réarrangements complexes, la perte d'hétérozygosie et des limites communes avec le score polygénique, donc la pléotropie et l'épistasie. Et enfin, on va aussi avoir l'identification en elle-même de la causalité des variants qui peut être une limite. Donc l'édition du génome de l'embryon est interdite partout dans le monde, mais les débats ont été réouverts récemment, déjà en 2024, avec l'Afrique du Sud qui a assoupli sa position sur la question, mais également avec l'article de Vischer paru en début d'année dans Nature. Ce sont des questions qui soulèvent de nombreuses réflexions éthiques. Donc pour le score polygénique, sa pertinence clinique a été remise en question par de nombreuses instances éthiques, et notamment avec les risques de dérive vers des critères non médicaux. Concernant l'édition du génome, les réflexions sont notamment basées sur l'absence de sécurité des outils et également sur l'atteinte à l'intégrité du génome humain. On va retrouver des réflexions communes aux deux techniques, avec notamment l'augmentation des inégalités, le risque pour l'autonomie de la reproduction, car ce sont des techniques qui nécessitent nécessairement des fécondations in vitro. Également des questionnements sur l'impact pour le futur individu, donc que ce soit les risques pour sa santé, pour son autonomie et la question de son consentement, et plus largement les conséquences pour la société. Donc, pour conclure, ce sont des techniques dont les débats restent encore très largement ouverts, et je vous remercie pour votre écoute. Tiffaine, bravo. Alors, on appelle Caroline Racine. Alors, Caroline est chef de clinique en génétique clinique au CHU de Dijon, et elle va nous parler du génome ultra rapide dans le diagnostic prénatal. Je remercie du coup l'Agence de biomédecine de me laisser l'opportunité de vous présenter nos travaux. Du coup, quelle est la place du génome dans le diagnostic prénatal ? Hop.
3% des grossesses vont être marquées par la découverte de malformations congénitales. Et pour le moment, ce qu'on a à disposition, c'est le karyotype pour chercher les aneuploïdies, l'ACPA pour chercher des variations du nombre de copies. Et en fonction du contexte, on va pouvoir aussi prescrire un séquençage d'exome dans le cadre diagnostique. Ces examens ils sont faits de façon séquentielle et on a à peu près les résultats en 2 à 6 semaines. On a déjà plusieurs travaux qui prouvent que pour les couples, c'est compliqué d'avoir des résultats en séquentiel et que c'est un petit peu long. Et donc, avec la mise en place du séquençage de génome, on se dit que ça peut être très intéressant d'avoir un examen unique qui nous permet d'explorer différents types de variations et même au-delà de ce qui est fait en routine. Donc, on a monté un projet pour se questionner sur la faisabilité et le rendement diagnostique du séquençage du génome dans un contexte prénatal, avec pour objectif de rendre en moins de 7 jours ouvrés. Le projet, c'était 90 grossesses avec 8 centres d'inclusion. C'était un partenariat du coup public-privé pour que ça puisse se faire. Et donc les résultats, c'est qu'on a un taux diagnostic de 25%, ce qui est comparable. En fait, on faisait en parallèle le génome recherche avec ACPA et Exome sur le versant diagnostic. Donc le rendement était similaire. On avait une excellente concordance des résultats avec simplement une discordance et qui était finalement liée au pipeline bioinformatique qu'on a pu corriger. On détecte bien les aneuploïdies avec le génome. On a une meilleure compréhension du mécanisme des variations du nombre de copies et des variations de structure plus complexes. Et donc, on a pu rendre 80% des dossiers en moins de 10 jours du coup calendaire, ce qui correspond à peu près à notre objectif. Et on n'avait que 3 dossiers qui étaient au-delà de 15 jours. Donc, notre médiane était de 8 jours et 3 heures, ce qu'on a été à l'heure près pour calculer. Et pour l'ACPA, c'était 12 jours et l'exome, 21 jours. Du coup, faisabilité, la réponse est oui. Est-ce que le délai est compatible avec l'attente des couples? La réponse est oui. Est-ce que c'est un examen unique? La réponse est oui. Est-ce que c'est plus rapide? La réponse est également oui. Au niveau du rendement, on est comparable, donc on est plutôt content. Ça a nécessité quand même une adaptation au niveau des laboratoires parce que tout ça, ça a un coût humain aussi et d'organisation. Et c'est la première étude française, donc il va nous falloir des réplicas pour qu'on puisse un jour passer le génome sur le versant diagnostique. Je vous remercie. Merci Caroline. Elle s'y connaît en délai, parce qu'elle a mis moins de 3 minutes. Et on va donc pouvoir passer à la session en elle-même, qu'on va co-modérer avec Madame Claire Echegaray, qui est maître de conférence en philosophie. Donc, on va avoir des regards très transversaux entre les cliniciens, généticiens, les philosophes. Et je vous laisse la parole pour présenter le premier orateur. Merci beaucoup, Michel. Alors, le premier orateur, c'est le professeur Éric Passement, professeur des universités, praticien hospitalier à l'université Paris-Cité, en génétique moléculaire et chef de service de génétique de l'Institut Curie. Le professeur Passement dirige aussi une équipe INSERM à l'Institut Cochin, dédiée à la génomique et l'épigénomique des syndromes de prédisposition tumorale, et se consacre aussi à la caractérisation fonctionnelle des tumeurs rares. Je suis ravi d'être là avec vous aujourd'hui pour discuter de cet enjeu qui est vraiment complètement au cœur de nos pratiques, l'interprétation des variants de signification inconnus. Et donc moi, je vais faire un focus effectivement sur les tests de génomique fonctionnelle. Alors, je vais essayer d'avoir peut-être une approche pas trop technocentrée, et puis je vais essayer de contextualiser un peu et de revenir sur un tout petit peu, regarder dans le rétroviseur. Je voulais quand même revenir quand même sur ce formidable progrès qui a été le séquençage du génome humain, avec une première séquence à peu près encore incomplète dans les années 2000. Et je pense que tout l'enjeu aujourd'hui de nos métiers, moi je parle du laboratoire, mais je suis ravi d'avoir aussi d'autres disciplines dans cette discussion. Tout l'enjeu, c'est maintenant d'être capable de translater ce progrès fantastique qui a été l'avènement de la connaissance de la séquence du génome humain vers le patient et vers la pratique. De manière intéressante d'ailleurs, quand on termine à peu près une première séquence draftée du génome humain dans les années 2000, apparaît une nouvelle façon de séquencer qu'on a appelée NGS, donc pour Next Generation Sequencing, qui a complètement là aussi changé notre capacité de lire le génome. Là où on faisait un segment d'ADN, on est capable d'acquérir l'information d'un segment d'ADN en séquençage de Sanger. Maintenant, on est capable de produire des millions, voire des milliards de segments d'ADN de manière parallèle, massive, simultanée, indépendante. Et donc, on a fait vraiment en génomique, grâce au NGS, qui est arrivé dans nos laboratoires de soins, disons dans les années 2010-2015, on a fait vraiment un saut quantique. On est passé d'un petit millier de paires de bases
séquencés parfois un peu péniblement en Sanger et puis qu'on pouvait analyser quasiment avec une gomme et un crayon, à des milliards de paires de bases. Et là, la bioinformatique, et on va sans doute parler d'intelligence artificielle dans la suite, mais la bioinformatique est devenue complètement essentielle au sens biologique du terme à notre discipline, à l'analyse des génomes. Ça s'est accompagné d'une baisse majeure des coûts de séquençage. Et donc ça a ouvert quand même aussi le champ des possibles dans ce qu'on pouvait imaginer faire, notamment pour translater ce progrès de la connaissance du génome et ces progrès technologiques vers les patients atteints de maladies rares. Et également, je vais quand même citer aussi toutes les applications qu'on peut avoir en oncologie médicale dans la recherche de biomarqueurs théranostiques. Alors ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on est en train d'évoluer encore en diagnostic moléculaire depuis du NGS ciblé en panel de gènes vers effectivement des approches, des applications plus larges comme l'exome ou le génome entier. Donc c'est cette émergence du grand séquençage qu'on va appeler la médecine génomique. Et là, donc, je me dois de citer quand même le plan France Médecine Génomique 2025 dans cette discussion de l'interprétation des variants, plan d'ailleurs dont on attend tous impatiemment les contours de la version 2. Puisque l'ambition importante initiale du plan, c'était vraiment d'intégrer pleinement le grand séquençage dans la filière de soins pour avoir vraiment un retour vers le patient de ce NGS et de cette ouverture de la lecture du génome. Le corollaire de ça, de ces changements finalement, ces évolutions du diagnostic moléculaire, c'est notamment, c'est ce que je suis ravi de discuter avec vous aujourd'hui, c'est qu'on va augmenter grandement le nombre de variants identifiés quand on va passer effectivement de quelques exons, de quelques gènes séquencés à l'exome, voire au génome. Alors pourquoi on a cette augmentation du nombre de variants ? Parce que le génome humain est très variable, on est tous différents parce qu'on a été soumis à des environnements différents, mais aussi parce que notre génome humain est variable. Alors j'ai repris ici une diapositive qui n'est pas très récente, mais c'est pour avoir un ordre de grandeur. Si on compare notre génome à la séquence de référence, on a tous quelques millions de différences, si on attaque, je dirais, le génome entier, et quelques quand même dizaines de milliers de variants face à un exome. Et donc tout l'enjeu maintenant, au-delà de la production de séquences, me semble-t-il en médecine génomique, c'est d'être en capacité d'interpréter ces variations du génome humain, c'est-à-dire leur donner une utilité, une valeur médicale, un retour possible vers le patient. Et ça fait maintenant une dizaine d'années qu'on a, à l'échelle internationale, une harmonisation des pratiques, des recommandations sur lesquelles s'appuyer pour consolider ces interprétations. Et alors, là aussi, il y a des discussions sur ces modes de classification, mais disons, de manière schématique, on doit être capable de pouvoir affirmer de manière quasiment certaine que le variant est pathogène, c'est-à-dire délétère, c'est-à-dire causal d'une maladie génique ou responsable du caractère driver d'une transformation cancéreuse et potentiellement ciblable par un traitement. Ou alors, on est capable effectivement d'affirmer que le variant n'a pas de causalité dans la survenue d'une maladie monogénique. Là, je ne parle pas du tout des facteurs de susceptibilité qui sont encore un champ de la génétique qu'il va falloir aussi à un moment, on parlait de PRS, être capable de porter vers les patients. Et puis la grosse difficulté à l'heure actuelle, c'est que au-delà de ces 4 catégories, variants pathogènes, probablement bénins et bénins, qu'il y en a une 5e catégorie qui est le variant de signification incertaine, les variants of unknown significance. Ces variants, on n'a pas assez d'arguments pour être en capacité, avec une probabilité suffisante, d'affirmer soit qu'ils ne sont pas responsables, soit qu'ils sont causaux d'une pathologie. Et c'est vraiment ce qui nous embête au laboratoire, c'est ce qui embête les médecins, effectivement, puis c'est ce qui embête les patients, parce qu'avec ces VSI, on n'a pas de modification de prise en charge possible, on n'a pas de diagnostic étayé, on n'a pas de possibilité théranostiques et de biomarqueurs associés à ces VSI, on perd là la valeur médicale des variants identifiés. Donc tout l'enjeu à l'heure actuelle, c'est essayer d'interpréter ces variants de signification inconnus, et on se rend compte que plus on séquence, plus on identifie certes des variants, mais surtout plus on identifie des VSI, des variants de signification inconnus. Donc là, c'est une petite revue récente qui justement reprend cette génomique fonctionnelle pour l'interprétation des variants de signification inconnus, qui suggère que chez quasiment un tiers des individus testés, on rencontrerait effectivement ces VSI. Donc c'est devenu vraiment un enjeu du grand séquençage, parce qu'encore une fois, plus on séquence, plus ces VSI nous embêtent, nous challenge dans notre capacité à avoir un retour vers le patient. Et ce problème est aussi aggravé pour les individus et les patients qui sont issus de populations qui sont sous-représentées dans
disons, nos cohortes de référence dans la recherche génétique, notamment les populations africaines et du sud-est asiatique. Et ces patients issus de ces populations sont donc encore plus exposés aussi à ces résultats non interprétables, en tout cas à l'absence de capacité d'avoir un retour, une valeur médicale associée à l'identification de ces variants. Comment essayer de s'en sortir, hein? Donc, il y a des consensus internationaux qui ont été définis pour combiner des critères et être capable, avec ces combinaisons de critères de poids variables, d'être en capacité finalement de changer de classe, passer d'un VSI à un variant soit bénin, soit pathogène. Donc cette classification va reposer vraiment sur une combinaison de critères. C'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je vais me focaliser sur la génomique fonctionnelle, hein, mais je voulais quand même citer et bien replacer le contexte en effectivement cette nécessité d'intégrer ces différents critères pour essayer d'aboutir à une classification autre que VSI, encore une fois, pour avoir un retour vers le patient. Je voulais citer quand même les bases de données, alors soit de contrôle, soit de patients, qui sont extrêmement précieuses pour essayer effectivement de mieux interpréter ces variants, y compris en France. Hein. Je voulais citer FROC, qui est une base de données oncogénétique française. On a à cœur effectivement de contribuer pour la communauté, grâce à ces bases de données, à l'aide à l'interprétation des variants. Les prédictions informatiques et sans doute au-delà l'intelligence artificielle dont on va discuter ensuite. Les données de ségrégation qui sont indispensable, très importante. Et puis ce qui est également indispensable, hein, c'est la confrontation clinico-biologique. Là aussi, on pourra en discuter, mais il me semble qu'on ne peut pas analyser un exome ou un génome sans avoir une confrontation au phénotype et une discussion clinico-biologique. Les expertises moléculaires et donc cliniques sont indispensables. Et puis donc là, moi, je serais ravi de discuter avec vous effectivement des données fonctionnelles et comment on peut effectivement améliorer cette interrogation des données fonctionnelles. Alors, qu'est-ce que j'entends par génomique fonctionnelle, hein, c'est la caractérisation, disons, expérimentale de variants identifiés donc, dans des gènes d'intérêt clinique à l'aide de tests expérimentaux qui vont pouvoir cibler la fonction des protéines, la transcription, l'épissage, l'épigénétique. Enfin, les champs sont complètement ouverts. C'est une activité que j'ai appelée translationnelle parce que effectivement, je voulais la situer un peu entre les activités de soins et de recherche, et ça fait partie peut-être des discussions qu'on pourrait avoir aussi. C'est comment est-ce que cette activité assez récente, on arrive à la projeter dans le soin alors qu'elle est quand même encore à l'heure actuelle souvent réalisée par des labos de recherche. Elle va utiliser dans des modèles expérimentaux, donc des modèles in vitro, des bactéries, des levures, des cellules, j'y reviendrai, et on va introduire les variants à interpréter dans ces modèles. Et puis, ces modèles, ils vont être soumis à un test expérimental qui va permettre une lecture in vitro pour avoir un résultat le plus différentiel possible entre un variant pathogène ou un variant bénin dans ce système biologique. Un point, c'est que le système de tests fonctionnels, ils peuvent être unitaires, tester un variant ou multiplexer. Donc moi, je vais aujourd'hui me concentrer sur les tests fonctionnels à haut débit. Hein. Les tests unitaires, ils sont assez classiques. Hein. L'idée, c'est face à un variant, d'être capable de l'introduire dans un modèle dans le cadre d'une expérience. C'est-à-dire qu'on va tester ce variant a posteriori de son identification en clinique. Donc on testera seulement des variants qu'on vient d'observer. Et puis, classiquement, on va s'adresser à un laboratoire qui a une expertise associée à un gène pour construire ce test fonctionnel unitaire. Et ce dont je voulais discuter avec vous aujourd'hui, hein, c'est le développement de la génomique fonctionnelle à haut débit, où là, effectivement, à travers une expérience, on va pouvoir tester des milliers de variants simultanément, a priori de leur identification en clinique, c'est-à-dire qu'on va pouvoir construire des atlas de scores fonctionnels, ce qui permettra une réponse rapide. Et peut-être que ce type de génomique fonctionnelle à haut débit trouverait sa place sur des plateformes permettant différents types d'analyses. Alors pourquoi tester déjà tous les variants possibles, même ceux qu'on n'a jamais identifiés ? Déjà parce que, compte tenu de la taille de la population humaine et puis du développement de l'analyse génétique, sans doute, statistiquement, qu'on finira par rencontrer ces variants, que disposer a priori de l'identification du variant d'un score fonctionnel, ça permet évidemment une réponse immédiate, qu'elle soit théranostique ou diagnostique. Et puis c'est quand même aussi beaucoup plus techniquement optimal de tester un grand nombre de variants simultanément. Ça produit des scores quantitatifs continus, ça permet d'ajouter un grand nombre de calculs internes, et puis donc ça permet une vraie robustesse statistique sur les calculs de sensibilité, de spécificité, quand on s'adresse comme ça à un grand nombre de variants simultanément. Je voulais signaler que depuis maintenant 5 ans, depuis disons les années 2020, on a des recommandations internationales d'experts pour justement évaluer la validité clinique de ces données de génomique fonctionnelle à haut débit. C'est important parce que ces tests fonctionnels, pour être projetés vers le patient, ils doivent être évidemment validés
pour être intégrés aux critères d'interprétation. Et je pense que ces critères internationaux qui maintenant sont disponibles depuis les années 2020 vont vraiment consolider cette capacité à faire entrer la génomique fonctionnelle à haut débit dans le soin. Et parmi ces critères multiples qui conduisent à l'interprétation des variants de signification inconnue. Et donc on a déjà un impact clinique de ces tests fonctionnels à haut débit. Il y a certains tests de génomique fonctionnelle qui ont permis de reclasser déjà de nombreux variants de signification inconnue dans des gènes actionnables, c'est-à-dire d'utilité clinique. C'est encore une fois issu de cette publication qui estimait que pour la moitié des variants réévalués dans certains ensembles de gènes, on a pu effectivement sortir de cette catégorie sans intérêt, sans utilité médicale grâce à la génomique fonctionnelle à haut débit. Et donc on est sans doute là dans une transition où ces données fonctionnelles complètes et prospectives vont vraiment nous aider dans le soin pour l'interprétation qui est maintenant un enjeu majeur dans nos disciplines. Alors comment ça marche ? Schématiquement, on va vraiment s'appuyer là sur des avancées technologiques, j'en ai cité 3 ici qui me semblent importantes. D'une part, comme on va modifier l'ADN, on va avoir besoin d'oligonucléotides. Et à l'heure actuelle, on peut bénéficier commercialement, alors c'est pas Amazon, mais il y a un certain nombre de fournisseurs qui sont capables, pour des prix tout à fait acceptables, de séquencer de manière massive des pools d'oligonucléotides relativement longs, plusieurs centaines de paires de bases, qui vont nous permettre de construire les librairies de variants qu'on va introduire dans les modèles cellulaires. Je vous ai parlé de révolution de la lecture du génome, mais on a une révolution aussi dans notre capacité à modifier le génome avec CRISPR-Cas9, qu'on peut ici aussi utiliser pour modifier génétiquement les modèles cellulaires dans ces tests de génomique fonctionnelle au débit, donc ils vont être utilisés pour introduire les variants dans le modèle cellulaire. Et puis, de manière intéressante aussi, le NGS, qui est quelque part à l'origine du problème, puisque c'est lui qui identifie ces nombreux variants, le NGS là, peut être utilisé dans ces tests de génomique fonctionnelle à haut débit, non pas pour détecter des variants, mais pour lire finalement, fournir un score numérique à l'issue du test fonctionnel à haut débit, en donnant un comptage digital de la répartition des variants dans le test fonctionnel, et donc fournir un score, quantifier l'amplitude des effets fonctionnels des différents variants. Alors en pratique, très schématiquement, comment ça fonctionne ? Le génomique fonctionnel à haut débit, on va construire une librairie de tous les variants possibles, puis on va introduire ces variants au sein d'un modèle cellulaire. Alors, ces modèles, ils sont multiples en fonction de la question biologique posée. Ça peut être des phages, des bactéries, des levures, des cellules humaines. On peut même aller jusqu'aux IPS. Il y a certains tests fonctionnels aussi qui pourraient être imaginés in vivo, mais là, évidemment, les délais vont être beaucoup plus importants. C'est un petit challenge aussi pour les laboratoires hospitaliers de manipuler ces cultures qui ne sont pas forcément des choses qu'on fait tous les jours dans un laboratoire hospitalier de génomique médicale. Donc je voulais signaler aussi quand même un challenge de l'environné nécessaire pour développer ce type de système cellulaire dans un laboratoire hospitalier. Et puis après, on va réaliser ce qu'on appelle une mutation à saturation, c'est-à-dire finalement pour une région donnée génomique, tous les variants possibles pour cette région dans une population cellulaire. Alors ça va se faire à l'aide effectivement d'une librairie d'oligonucléotides, généralement CRISPR-Cas9, et puis par recombinaison homologue, on va être capable d'introduire au maximum un variant par cellule au sein d'une population cellulaire qui va donc comporter différents variants, jusqu'à plusieurs milliers, concernant la région génomique d'intérêt. Et puis ensuite, on va appliquer finalement une pression de sélection, un test fonctionnel à cette population cellulaire, avec un résultat sur la cellule, sur le phénotype cellulaire, qui va être différentiel entre les cellules qui vont comporter des variants pathogènes ou des cellules qui vont comporter des variants bénins. Quelques exemples de tests fonctionnels, ça peut être par exemple la capacité à lire les variations du transcriptome associées à chacun des variants introduits dans la cellule, avec des approches par exemple de RNA-seq en cellule unique, réaliser ce qu'on appelle du perturb-seq, et donc être capable d'associer une variation du transcriptome à un variant introduit. On peut aussi avoir des systèmes rapporteurs qui vont par exemple être capables de produire une fluorescence associée aux variants pathogènes et pas de fluorescence associée à des variants bénins. On pourra après séparer mécaniquement ces cellules, par exemple par cytomètre de flux, et puis aller lire par NGS les variants associés à ces deux pools différents, et par la répartition de ces variants, associer des scores fonctionnels aux variants pathogènes ou aux variants bénins. Et puis un test qui est assez utilisé également, c'est un test qui va reposer sur la survie cellulaire. On va se mettre dans des conditions dans lesquelles, au sein de ces cellules, l'introduction d'un variant pathogène va par exemple être létale pour la cellule, alors que l'introduction d'un variant bénin sera lui non létal et ne contriera pas, ne va pas contrarier la prolifération cellulaire ou la survie de la cellule. Dans ce type de cas, par exemple, on peut tout à fait utiliser le NGS
pour réaliser un compte des variants, c'est-à-dire une étude de la répartition, de la distribution de ces variants avant et après application de la sélection. Ici, ça va être des passages cellulaires. Et finalement, cette comparaison des distributions de variants va pouvoir fournir des scores fonctionnels associés à la pathogénicité, ici la survie cellulaire. Typiquement, donc on va, en fin d'expérimentation, arriver à des heatmaps qui vont en fait correspondre à une distribution bimodale des effets fonctionnels, variants bénins et variants délétères. Alors évidemment, il y a toujours des zones grises. Ce n'est que là des scores attribués dans un test qui doit être robuste et qui vont être confrontés à d'autres éléments permettant l'interprétation des variants. Un exemple d'une équipe de l'Université de Washington paru en 2018 par Finlay et collaborateurs qui s'était attaqué à la caractérisation fonctionnelle de milliers de variants, donc par l'approche telle que je viens de vous la décrire, donc édition du génome à saturation par CRISPR-Cas9, au sein de cellules humaines qui ont une petite caractéristique d'être quasiment haploïdes. Et donc, ils ont comme ça réalisé une mutation à saturation d'une région réduite de BRCA1. Il se trouve donc que dans ces cellules APOAN, il y a un seul exemplaire de BRCA1 et ces cellules, en fait, ce gène BRCA1 est essentiel dans les cellules APOAN, c'est-à-dire que l'introduction d'un variant pathogène perte de fonction de BRCA1 aboutit à la mort cellulaire. Donc sur ce système que je viens de vous décrire, en introduisant un grand nombre de variants différents de BRCA1 dans la région étudiée et en comparant la répartition de ces variants avant et après passage cellulaire, en gros, les variants qui ont disparu, c'est des variants qui sont pathogènes, qui conduisent à la perte de fonction du gène BRCA1. Et donc, cette très belle étude avait permis de générer comme ça un atlas fonctionnel extrêmement utile des effets fonctionnels d'un grand nombre de variants d'une région du gène BRCA1. Alors, il y avait quand même quelques limitations à cette étude, c'est que ça concernait en 300 acides aminés sur les plus de 1800 acides aminés que comporte la protéine BRCA1. C'était uniquement des substitutions nucléotidiques et on rencontre chez les patients d'autres types de variants, par exemple les insertions délétions courtes. Et puis, sans être trop technique, il y avait quand même des constructions qui ajoutaient des variants synonymes pour éviter que la Cas9 ne recoupe. Et il se trouve que ça peut introduire quand même certains biais parce que ces variants synonymes ne sont pas toujours strictement silencieux. Donc, je voulais juste ici mentionner qu'à l'Institut Curie, donc on se dit qu'il y a quand même encore un peu de place pour travailler sur cette génomique fonctionnelle à haut débit de BRCA1. D'une part, parce qu'effectivement, il est d'intérêt de continuer à explorer le reste du gène, c'est-à-dire être capable de fournir un atlas pour l'ensemble des variants possibles du gène BRCA1. Et puis aussi parce que, d'autre part, je voulais quand même mentionner le fait qu'il y a d'autres tests fonctionnels possibles qui testent d'autres fonctionnalités aux localisations de la protéine et qu'il doit pouvoir également être intéressant d'intégrer différents tests fonctionnels, là aussi pour augmenter la robustesse de cette génomique fonctionnelle à haut débit et fournir des scores, disons, encore plus pertinents pour aider à l'interprétation de ces variants grâce à cette génomique fonctionnelle à haut débit. Donc, en conclusion, l'émergence du NGS a permis d'identifier un nombre toujours croissant de variants et notamment, et en particulier, et en grande quantité de variants de signification inconnue. Et donc, un des défis majeurs aujourd'hui dans notre métier de médecine génomique, c'est interpréter ces variants pour leur donner une valeur médicale, être capable d'avoir un retour vers le patient. Et sans doute que la génomique fonctionnelle à haut débit va être un des leviers pour essayer de relever ce défi de l'interprétation des variants en médecine génomique pour les maladies rares, mais également, je vais encore leur mentionner, pour les cancers, puisqu'on a un grand nombre maintenant de biomarqueurs génétiques théranostiques qui dépendent de biomarqueurs génétiques. Je voulais quand même mentionner aussi que peut-être qu'en France, et ça, je serais ravi qu'on en puisse en discuter, on a sans doute un besoin quand même de développer cette génomique fonctionnelle à haut débit, à un moment où ce domaine se structure rapidement à l'international et que il me semble que certaines modalités, comme des plateformes ou en tout cas des accompagnements des laboratoires seraient nécessaires pour qu'on puisse mettre en œuvre ces technologies de pointe, encore une fois, pour essayer d'avoir un retour vers le patient pour sortir de cette problématique des variants de signification inconnue. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Peut-être qu'on peut regrouper les discussions à la fin, si vous êtes d'accord. Et donc, je vais appeler Julien Thévenon. Je vais vous parler d'à peu près la même chose que Eric, l'interprétation des variations de signification inconnues, mais plutôt sur le versant bioinformatique, comme ça m'avait été demandé. Alors, c'est pas mal, on n'a pas répété, mais il y a vachement de recoupements et c'est assez cohérent, on pouvait s'y attendre. Et puis, il y a des choses qui nous feront discuter, je crois, c'est très bien. Donc, la vision plutôt bioinformatique et ou
statistique de l'approche de l'interprétation des variations de signification inconnues. Alors, un petit plan, il faut que ça tienne en 20 minutes, sur qu'est-ce qu'on appelle classification des variations. Donc, j'ai fait très court parce que je m'imaginais bien que ce serait déjà largement emprunté, mais la classification de la CMG, on en reparlera un petit peu, la définition, sa modélisation. Est-ce que plus de variance est vraiment associé à plus d'incertitudes? Donc, je voulais 2-3 éléments là-dessus. Quelles actions de suivi longitudinal on peut avoir sur ces variantes de signification inconnues et quels sont les leviers qu'on a de les reclasser? Et puis, comment est-ce qu'on peut imaginer un système, une organisation pour cette veille, pour ces réanalyses et ces reclassifications avec quelques perspectives de la littérature? Donc c'est probablement trop petit pour être lisible, mais c'est la matrice donc, du Collège américain de génétique médicale qu'on utilise tous, publié en 2015, qui a été raffiné secondairement et qui propose un faisceau d'arguments populationnels, in silico, in vitro, de ségrégation familiale, de variants, d'observations similaires, de corrélation génotype-phénotype pour arriver à une conclusion de pathogénicité qui se distribue, comme l'a dit Eric, en 5 catégories, depuis la bénignité jusqu'à la pathogénicité. Et puis chacun, donc les couleurs sont respectées normalement, chacun pose des problématiques qui peuvent être d'ordre bioinformatique ou qui peuvent être soulagées par un système d'information. Par exemple, les données populationnelles, la caractérisation, le stockage et la requête de biomarqueurs qui seraient in silico ou de fréquences alléliques en population, c'est avant tout du data management. Les enquêtes familiales, la ségrégation, l'étude d'apparenté, la confirmation, l'exploration de tests fonctionnels, le reprélèvement, c'est avant tout des problématiques organisationnelles, ça ne touche pas trop la bioinformatique, ça s'étend dans la durée parce que ça faut mobiliser les praticiens, les familles. Et puis, il y a une catégorie qui a été bien dite juste avant, c'est pour les données in vitro, caractérisation fonctionnelle de l'impact de variants. On n'a pas vraiment de données structurées. On ne sait pas vraiment dans la littérature, à part je suis intéressé par ce variant dans ce gène, je vais lire un article. C'est difficile d'accéder à cette information, elle n'est pas structurée. Et du coup, bioinformatiquement, on est limité, on ne sait pas quoi en faire, c'est inutile tant que ce n'est pas partagé. Cette classification, qui se répartit sur ces différents faisceaux d'arguments, il y a eu plein d'initiatives pour le modéliser. Ça date, le premier, c'était en 2018, je crois, c'était... dans l'espace-temps de la génomique, c'est quand même hyper ancien. Et donc, ce modèle proposait une distribution entre la bénignité... la bénignité et puis la pathogénicité avec des scores de confiance et estimer une probabilité de reclasser un variant probablement pathogène en autre chose parce qu'en fonction de la certitude qu'on a sur chacun des arguments, finalement, on va générer un peu d'incertitude à chaque semi-décision, à chaque argument. Et au final, la classification sera soit solide comme le roc, soit un petit peu fragile, soit complètement boueuse. En fait, ça dépend complètement du poids de chaque argument. À partir de là, si on rentre dans ce raisonnement, ça devient facile de mettre en place une équation plus ou moins compliquée, avec des pondérations, avec des scores, avec des trucs qui font que beaucoup de gens se sont attachés à développer des algorithmes. Donc j'ai pris un des plus récents qui s'appelle GeneBee, où donc il se compare... c'est lui qui se compare, donc forcément c'est le meilleur de ce tableau, mais ce n'est pas forcément la réalité actuelle, aux autres du domaine. Et c'est assez compétitif. Il y a plein de gens qui proposent des systèmes de classification automatique de variations et qui vont comme ça distribuer les variants dans une classification automatique par des arguments avec une explicabilité de ce qui a été fait, sans forcément du machine learning à ce stade, et proposer la classification de pathogènes à bénin. Ces systèmes sont bien quand on n'en a pas besoin, comme souvent avec l'IA en fait en 2024 ou 2025. Quand c'est facile, on y arrive bien, ça veut dire qu'on n'en avait pas besoin, et quand on a vraiment besoin de quelque chose, ça ne sert plus à grand-chose. Je pense que c'est plus très vrai maintenant. Mais néanmoins, ces systèmes-là ont des grosses imperfections parce que nos métiers ne sont pas si simples et si noirs ou blancs. Et on a des pathologies qui sont peut-être moins sévères que d'autres, avec une expressivité variable. Donc on peut être paucisymptomatique ou extrêmement atteint avec le même variant. Tout n'est pas monofactoriel dans la génétique. La prévalence aussi peut être trompeuse. Certains variants sont à forte prévalence dans certaines populations qui sont sous-représentées dans nos bases de données. On en a une estimation qui est tout à fait biaisée. Et ces modèles, du coup, ces équations sont mises en échec. Et puis la pénétrance de la maladie, un autre concept de généticien. La probabilité de développer des symptômes à un âge donné est vraiment très dépendante d'une pathologie à l'autre. Et nos bases de données de modélisation de population générale ne sont que le reflet de la pénétrance telle qu'on la connaît dans des familles de patients malades. En prédisposition génétique au cancer, c'est une grande problématique de surestimation de la pénétrance de ces variations-là. L'utilisation à large échelle de ces classifications automatiques et du séquençage NGS, c'est une des questions. Est-ce que séquencer plus, ça donne lieu à plus d'incertitudes? Donc l'étude que j'ai prise a été publiée en 2023
avec un peu plus de 1,5 million de multiple gene panel, MGP, j'ai traduit dans une animation, et à peu près 50 000 exomes ou génomes. Donc c'est quand même une large cohorte pour 2023. C'était fort satisfaisant de se reposer là-dessus à l'époque. Et la réponse pour divulgacher, c'est non, en fait, ou pas forcément. En fait, séquencer plus n'amène pas forcément plus d'incertitude. Parce que, c'est-à-dire sur leur expérience et sur cet échantillon à ce moment-là, ce qui a été observé, c'est que, et dans la discussion qui est intéressante, il y a moins donc, de variants de signification inconnue, c'est le petit histogramme de gauche, dans les exomes et les génomes, mais ça représente quand même 1/5 des examens par rapport aux panels qui sont prescrits pour 1/3 des examens, ce qui est cohérent avec les chiffres proposés. On voit sur le petit scatterplot à droite que c'est assez différent selon les indications. On a des indications où on a plus ou moins de variants de signification inconnue qui sont rapportées, d'autres où c'est un peu plus rare. Mais la droite de régression, elle est quand même assez dissociée entre l'exome et le génome qui semblent plus stables et les panels qui peuvent augmenter. Ça dépend du nombre de gènes qui sont dedans et ça dépend aussi de la manière dont on a d'aborder le panel. En fait, on veut trouver quelque chose et on sait que c'est les gènes responsables de la pathologie. Si on trouve un variant qu'on ne sait pas conclure sur un panel, probablement qu'on va le mentionner en se disant franchement, je suis allé au bout, ça doit être dans ces gènes, j'ai trouvé ça, je le mentionne. Sur l'exome ou le génome, un des arguments, c'est j'ai tout regardé, il n'y a rien de convaincant. J'ai fait les diagnostics et les diagnostics différentiels. Je n'ai rien à dire de convaincant. Donc, je ne dis rien. Un autre argument aussi, qui est probablement plus quantifiable, c'est le fait que les exomes et les génomes sont fréquemment réalisés dans des configurations familiales, les parents et l'enfant séquencés, les panels avec juste le car-index séquencé. Et donc ça aussi, c'est du poids de confiance qu'on amène à l'interprétation de l'analyse. Un autre point, c'est le suivi de ces VSI à travers le temps. Finalement, si on est capable de les identifier, on est capable de les classer, on est capable de les collecter, de les structurer, on est capable aussi de les suivre et d'interagir avec les prescripteurs, les équipes cliniques et avoir des retours. Donc là, je cite cet article tout récent dans un JAMA qui reprend le suivi longitudinal par un laboratoire privé américain qui s'appelle Invitae d'un peu plus de 2 millions de variants. Pas tous des variants de signification inconnue. Un peu plus de 2 millions de variants sur 8 ans, ils étaient suivis. Leur conclusion, alors c'est des tableaux pas très jolis, mais je vous en ai extrait les portions que je trouvais intéressantes, c'est qu'il y a à peu près 5% des variants, 4,6% des variants qui vont être reclassés sur la période des 8 ans observés. C'est à peu près ce qu'on attend. D'après les prédictions un peu bayésiennes, là, 2018, préhistorique, c'est ce qu'on attendait. L'autre point, c'est cette ligne verte, c'est que si on regarde parmi tous les variants de signification inconnue, lesquels ont basculé vers la pathogénicité ou bien vers la bénignité dans leur expérience, encore une fois, c'est un labo, même si c'est un gros labo, c'est presque 4/5 des variants de signification inconnue qui vont devenir bénins ou probablement bénins. C'est une information importante quand même par rapport au message qu'on peut véhiculer aux familles. Certes, c'est porteur d'espoir, mais il faut quand même être modéré dans l'espoir qu'on peut avoir et puis aussi dans la projection qu'on aura des évaluations fonctionnelles secondaires. Et puis quelque chose qui est important, je pense, à noter, c'est que les changements qu'on peut qualifier de problématiques, c'est lorsqu'il y a un variant qui était mentionné dans un compte-rendu comme pathogène ou probablement pathogène et que finalement il a été révisé dans la période d'observation de 8 ans à je l'ai mis comme bénin ou de signification inconnue. Ça c'est grave, on a rendu un diagnostic qui n'en était pas un, ou alors il n'était pas rendu, ou alors comme signification inconnue, et il bascule vers la pathogénicité. Il bascule de bénin à pathogène. Ce n'est que finalement 453 changements sur les 2 millions et quelques de variants, ça veut dire 0,02%. C'est assez intéressant, cette métrique dans cet article, parce que c'est ce qui mesure un peu la robustesse de la conclusion de la génétique, et c'est un peu ce qu'on essaie de propager, je pense. On ne s'exprime dans les comptes rendus que lorsqu'on est certain de l'information, et sinon on est extrêmement précautionneux, et c'est certainement quelque chose qui reste vrai aujourd'hui. Dans cette période de 8 ans, il y a eu un changement important dans la reclassification des variants. Donc ça, c'est depuis les VSI vers pathogènes et probablement pathogènes, et puis plutôt en faveur de la bénignité, ce qui explique les 4/5 des variants. En fait, c'est lié à un point d'inflexion en 2021 qui, pour ceux qui font de la génétique, savent que ça correspond à peu près à la mise en ligne de GNOMAD V3, la base de données populationnelle que Eric a mentionné juste avant, et qui nous permet d'avoir un bien meilleur recul sur la fréquence populationnelle des variants qu'on identifie. Et en fait, c'est ça le principal argument de la reclassification, c'est une accumulation statistique d'observations non compatible avec la prévalence de la pathologie à un âge donné. Ils ont fait une petite analyse au-delà de cette observation temporelle, des arguments qui leur permettaient de la reclassification des VUS jusqu'à pathogène, probablement pathogène, ou alors bénin, probablement bénin. La place de l'IA, elle est hyper importante. On attend beaucoup des applications de machine learning, dont j'en détaillerai juste un tout petit peu après. L'autre, après ce qu'on espère, il y a ce qu'on sait vraiment, et c'est les données populationnelles. Le plus gros apport dans leur expérience, c'est les données populationnelles, donc GNOMAD V3, ce petit point d'inflexion là-bas.
Les testings familiales, les enquêtes de ségrégation sont un autre levier important de reclassification. Et puis après, on voit que les nouvelles publications de nouveaux gènes permettent de la reclassification vers la pathogénicité. Et puis les tests fonctionnels sont faiblement représentés dans leur expérience. Encore une fois, c'est un monolaboratoire, ce n'est pas une organisation nationale. Ça veut dire qu'il est nécessaire d'avoir un suivi longitudinal de ces variants de signification inconnues, et ça peut rentrer dans le concept un peu commun qu'on a de définition d'une réanalyse, même si le concept de réanalyse est extrêmement compliqué. Je ne vais pas forcément le détailler, mais c'est un sujet qui passionne, a priori, dans cet article récent là, de 2024. Le nombre d'articles qui parlent de la réanalyse et de l'importance de la réanalyse, du poids socio-économique et éthique des enjeux de la réanalyse d'un examen précédemment rendu, se multiplie et continue d'augmenter. Ce qui est plutôt ce qui souligne son importance. Je veux vous détailler ça pour juste détailler ce qu'on appelle réanalyse. Parce que c'est pas simplement un claquement de doigts, on fait une nouvelle requête informatique. Non, ça peut être j'ajoute des individus à la famille, j'ajoute des symptômes. Autrement dit, je modifie la prescription, le tableau clinique a évolué, la configuration familiale a évolué. Ça peut être, je reséquence, j'ai une nouvelle technologie de séquençage, j'avais des problématiques techniques à ce moment-là que je sous-estimais à l'époque, j'ai besoin de reséquencer. Ça peut être simplement non, mais la réanalyse informatique, j'ai changé de version de génome, j'ai changé ma version de transcrit, gene code, un mot-clé de généticien, et ce sont des changements assez profonds, on ne les fait pas tout le temps, on les fait périodiquement, tous les 5 ans, peut-être tous les 7 ans, c'est très difficile de changer ces choses-là, et ça a des impacts importants sur les annotations de variants. Ça, ce sont des motifs ou des actions de réanalyse assez lourdes quand même. Puis il y a des actions assez simples, c'est la littérature, c'est une centaine de nouvelles pathologies chaque année, ou plus, c'est des millions de variations nouvelles dans ClinVar soumises chaque année ou chaque 2 ans, ça veut dire juste mettre à jour une base de données, c'est déjà un levier très important de réanalyse, qu'on peut appeler réannotation ou réinterprétation finalement. Et vous voyez que c'est finalement le principal levier qu'on a en reclassification de variations, c'est la mise à jour des bases de connaissances, parce que c'est ce qui bouge le plus vite au final dans notre communauté à l'heure actuelle. Dans les prochaines années, c'est certainement ça qu'il faut le plus surveiller. Mais il faut quand même penser aux aménagements technologiques, séquençage ou informatique, et puis ne pas oublier les caractéristiques de la prescription qui sont le contexte. La réanalyse, et puis ces espèces de standards, ils sont importants à mettre dans le contexte qu'on n'est pas chacun dans son laboratoire, et on a la chance de travailler dans le cadre d'un plan national, mais qui va continuer en devenant encore plus puissant, si j'ai bien compris ce que tu as dit. Non, ce qu'on espère, je ne sais plus. C'est ce qu'on espère, c'est ça. Et du coup, qui se base sur différentes infrastructures, donc Oragen et Sequoia, de laboratoires de biologie médicale qui produisent des comptes rendus basés sur le séquençage de génome et ou de RNA-seq dans le contexte tumoral. Et puis une infrastructure pour l'hébergement des données de santé, l'entrepôt de données de santé et la réutilisation qui s'appelle le CAD pour collecteur-analyseur de données. Et puis ce système, cette organisation française doit se connecter avec les organisations internationales. Donc sans les détailler, il y a beaucoup d'initiatives européennes en ce moment qui sont hyper intéressantes et dans lesquelles on a la chance de participer en tant que pays, pas forcément en tant qu'individu, pour les maladies rares, RDRA, pour la génétique des populations de Genome of Europe, modéliser la population, le fond ethnique de fréquence populationnelle de variation pour nos ethnies particulières européennes, c'est important. Et donc arriver à se connecter tous ensemble, c'est certainement le garant d'une meilleure amélioration de la résolution de ces variations de signification inconnues. Les perspectives, je finis avec ça, c'est que c'est un article dont le titre est un peu provocateur, mais qui est chouette. C'est est-ce que les variants de signification inconnues existeront toujours en 2030 ? Premièrement, il faut qu'on s'améliore sur la classification standardisée. Il y a des groupes de travail, il y a plein d'initiatives pour nuancer la CMG au contexte particulier. Il faut ensuite automatiser, systématiser cette classification. Et puis, le gros challenge devant nous, c'est d'explorer le non-codant, parce que ça, c'est tout à fait vierge, ou presque. Les prédictions d'impact, c'est là qu'on attend le principal intérêt de l'intelligence artificielle pour les contraintes génomiques, protéiques, avec des modélisations systématiques proposées. Les études d'impact, je suis très content que tu aies parlé du Atlas of Variant Effect parce que je pense que c'est vraiment une initiative internationale où je ne suis pas sûr que la France soit mobilisée en tant qu'organisation. Il y a peut-être des labos identifiés, mais c'est un problème que nous ne soyons pas actifs à une échelle coordonnée dans cette initiative dont tu as parlé. Et puis le partage de données, qui est pour moi le levier principal. C'est-à-dire il nous faut partager simplement, facilement, les variants interprétés et classés, les données populationnelles pour les fonds génétiques et ethniques propres à nos populations européennes et françaises. Et ça passe certainement par une fédération internationale d'acteurs, parce qu'en fait, la sensibilité des données génétiques fait que le partage va être compliqué. Donc il nous faut une organisation un peu plus smart que simplement le partage. Donc la conclusion, c'est qu'une bonne organisation, de l'article, pas la mienne,
Une bonne organisation aura certainement éliminé les VSI des régions codantes d'ici 2030. Il restera quand même 99% de la surface du génome, mais c'est intéressant. Quelques messages clés avant de m'arrêter. C'est parce que je pensais parler l'an dernier du coup, mais la médecine génomique est une science qui est jeune et complexe, mais qui va certainement changer la pratique médicale au large, pas que dans les maladies rares ou que dans le cancer. Je pense que la plupart des généticiens, sinon tous, agissent avec prudence et puis conscience de notre état des connaissances. On sait qu'on a encore énormément à apprendre et c'est certainement un prérequis, cette prudence. Qu'on a une dynamique des connaissances qui est assez fulgurante. Et c'est pour ça que c'est certainement raisonnable de ne s'exprimer que lorsqu'on est certain et laisser le temps faire la part de l'incertitude, parce que c'est le meilleur allié finalement dans cette résolution, comme l'ont montré les articles que j'ai mentionnés. La mise en commun des données et des pratiques sera certainement le meilleur levier sur notre capacité à résoudre cette incertitude qui pèse devant les patients, et je te passe la parole. Et qu'au-delà des diagnostics monogéniques, en fait, on attend du génome que ça nous serve à vraiment faire une médecine génomique pour la pharmacogénétique, pour la médecine plus prédictive finalement, parce qu'on a des choses à démontrer, mais ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas, et c'est un travail à organiser. Du coup, je m'arrête là. Merci. Et donc, nous accueillons pour finir le docteur Salima El-Chehadeh, qui est généticienne clinicienne, qui nous vient de l'Institut de génétique médicale d'Alsace. Elle coordonne le centre de référence maladies rares, déficiences intellectuelles de causes rares. Et ses travaux portent surtout sur ces déficiences intellectuelles liées au chromosome X, avec un intérêt particulier pour la description phénotypique de syndromes rares et l'identification de nouveaux gènes impliqués dans ces pathologies. Merci beaucoup. Alors, je suis ravie également de venir discuter avec vous de ce sujet. Alors, je ne suis pas la meilleure personne pour vous parler de l'interprétation proprement parlée, puisque je suis clinicienne. J'ai essayé de vous parler de l'impact dans ma pratique de génétique clinique, finalement, de ces fameux VSI. Et je m'excuse d'emblée pour les experts en génétique. Ça va peut-être vous paraître un peu trivial, mon introduction, parce que je suis repartie du tout début, de la base, finalement. De quoi parle-t-on déjà, avant de parler de variants de signification incertaine? Donc, vous savez, alors est-ce que ça fonctionne juste le petit pointeur, non, ça ne fonctionne pas. Donc, vous avez le noyau des cellules. Dans le noyau des cellules, nous avons des chromosomes au nombre de 46, 22 autosomes et puis 2 chromosomes sexuels qu'on appelle aussi gonosomes. Finalement, ce chromosome, quand on le prend et qu'on le déroule, ça n'est rien d'autre que de l'ADN, donc cette double hélice avec laquelle on est un petit peu plus familière et qui est composée de lettres les unes derrière les autres que l'on voit là, qui sont des bases qu'on appelle des bases azotées. Ce qui est surtout important, c'est de comprendre qu'elles vont deux par deux. Le C ne va qu'avec le G et pareil pour le A qui va avec le T. Et donc ces bases, elles vont s'associer peu importe à un sucre et un phosphate, et donc elles vont constituer cette double hélice. Tout ça pour vous dire que ces barreaux de l'échelle, ces barreaux de la double hélice qu'on appelle des nucléotides, vont se succéder, mais dans un ordre précis, et c'est ce qui va constituer nos gènes. Nos gènes, chez l'homme, on en a plus de 20 000. Les gènes donc, sont finalement une sorte de mots, des mots qui sont composés d'une succession de lettres dans un ordre très précis et important, approximativement le même pour tout le monde, et on a dit qu'on avait plus de 20 000 gènes chacun. Vous avez entendu parler du code génétique, bien sûr. Alors, ce code génétique qui n'est finalement qu'une sorte de dictionnaire qui permet de traduire finalement les mots de l'ADN qui sont eux-mêmes constitués de 3 lettres, qu'on appelle des codons, vous les voyez là. Et ce code génétique va nous permettre de traduire ces lettres, ces mots de 3 lettres en acides aminés qui sont donc les petites briques qui vont fabriquer nos protéines. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que notre code génétique, finalement, on dit qu'il est redondant. Vous voyez qu'ici, peu importe le T remplacé par un U, parce qu'on parle d'ARN, mais si je prends de là jusque là, vous voyez que par exemple, G1 va donner un acide aminé, mais qu'on appelle la glycine, mais si je prends G, C, je vais aussi avoir le même acide aminé. Donc plusieurs codons peuvent donner le même acide aminé. Et puis rapidement, donc la suite, c'est là ce qu'on appelle la traduction en protéines. Donc notre ARN, on le retrouve ici. Nos codons dont on vient de parler sont là. Ils sont donc traduits 3 par 3, comme vous le voyez. Et avec le temps, progressivement, la chaîne protéique va être traduite avec des acides aminés bien spécifiques qui vont être ajoutés. Et c'est comme ça qu'on va obtenir notre protéine. La protéine qui a cette première structure basique, qui est primaire, juste à gauche, on vient de le voir. Une structure secondaire, parce que finalement, cette chaîne, elle peut se replier sur elle-même. Et puis celle qui va aussi nous intéresser souvent, plus au niveau de nos collègues biologistes, mais la structure tertiaire, puisque cette protéine va s'allonger et va donner quelque chose d'assez complexe. Il faudra qu'elle soit stable, et donc il faut imaginer que ces branches, elles vont se recroqueviller, elles peuvent se replier les unes aux autres, et il faut qu'elles soient stables, elles vont se relier avec des ponts, des liaisons chimiques qui sont importantes pour que cette protéine fonctionne et fasse bien son travail. Donc finalement, si on reprend un petit peu tout ça, qu'est-ce qu'une variation génétique? Vous voyez ici, j'ai essayé de symboliser, on ne le voit pas très bien, une lettre changée par une autre. Donc là, on a un A qui est changé par un T. C'est une variation. Mais cette variation, qu'est-ce qu'elle va signifier? Quelle va en être la conséquence finalement?
Est-ce que ma protéine va fonctionner? Est-ce qu'elle va être produite tout d'abord? Elle peut ne plus être produite finalement comme conséquence. Elle peut être produite mais en quantité insuffisante. Elle peut être tronquée, il peut en manquer un morceau. Ou alors elle peut être produite en entier mais ne pas faire son travail finalement. Et les protéines, elles sont importantes évidemment dans le corps. On a des enzymes partout, on a des protéines qui servent à construire nos cellules et à les faire communiquer entre elles. Le diagnostic moléculaire, je ne vais pas y revenir, vous en avez parlé bien mieux que moi. On parle de panel de gènes, d'exomes, puis maintenant de génome qui permet d'analyser l'ensemble de notre génome, c'est le cas de le dire. Donc les maladies génétiques, on en vient là. Elles peuvent être liées, donc il y en a plus de 7000 des maladies rares, mais elles peuvent être liées soit à une anomalie des chromosomes, soit à des variants génétiques justement, qu'on appelait auparavant mutations, ponctuelles au sein d'un gène. La difficulté va évidemment être d'identifier le variant parmi tous ces gènes qui est responsable de la maladie génétique. Donc là, je vais passer parce que vous avez très bien parlé de cette classification, bien mieux que moi. L'intérêt, c'était simplement de vous montrer ça. Nous, on est là. Donc, on a parlé des variants dits bénins jusqu'aux pathogènes, classification qui va de 1 à 5. Et puis, nous, on va être là. On va être en plein milieu. Donc, il faut se projeter dans la consultation de génétique où, finalement, nous, on reçoit ce compte-rendu. Alors, bien sûr, des discussions en amont avec nos collègues biologistes. Donc, ces variants, c'est quoi? De signification inconnue ou VSI, on l'a dit, des variants dont la signification ou l'implication diagnostique n'est pas certaine. C'est ça qui est important. L'impact sur la fabrication et la fonction de la protéine n'est pas forcément évident. Et surtout, le lien avec la pathologie du patient ne peut pas être établi. C'est ça qui va nous importer en consultation. Et très important, la dernière phrase, Julien, tu l'as redit, dans l'état actuel des connaissances scientifiques. Ça, c'est super important. À un moment T, on peut rendre un variant comme étant un VSI et 2 ans plus tard, il peut être reclassé. Et ça change tout, bien évidemment. Alors, quelles vont être les conséquences pour les familles, finalement? Évidemment, des conséquences, il y en a plein, mais moi, dans ma pratique, on est souvent amené à avoir une évolution dans la compréhension un petit peu des gens et de la représentation de ces VSI. Parfois, pas toujours. Il peut arriver que les familles le voient comme un soulagement. Ah, ben, vous n'avez trouvé aucun variant, finalement. On retient surtout qu'il n'y a pas de variant pathogène. Donc, il n'y a pas de variant pathogène, donc on est rassuré par rapport à la crainte d'une éventuelle maladie génétique. Les gens arrivent avec cette crainte du diagnostic qu'on va leur annoncer. Donc, dans un premier temps, parfois, c'est « Ah, ben, il n'y a pas de diagnostic ». Et puis petit à petit, la compréhension, on a des consultations, on a la chance d'avoir des consultations qui sont longues, on prend le temps d'expliquer, de reformuler. Et puis les gens comprennent qu'il y a une incertitude diagnostique finalement. Vous êtes en train de me dire qu'il n'y a pas de réponse claire là en fait. Donc l'errance, elle continue. On n'a pas de diagnostic pour notre enfant. Donc sa prise en charge, là rien va changer finalement, c'est ça que vous me dites. Ça va continuer pareil. Et puis les questions arrivent. Ah mais alors est-ce que finalement c'est une maladie génétique ou pas? Est-ce que c'est écarté? Et puis ce gène, il donne quoi finalement? Et au final, alors qu'on avait un résultat qui pouvait paraître parfois anodin, qui est considéré comme tel par les familles, il peut devenir de plus en plus anxiogène. Notamment avec maintenant, évidemment, tout ce qu'on a comme base de données avec Internet. Les gens, c'est tout à fait logique, vont aller regarder. Ils vont s'apercevoir que ce VSI, il est dans un gène qui est impliqué dans plein de syndromes, qui peut donner de l'épilepsie, qui peut donner un problème cardiaque, potentiellement une perte auditive, un problème visuel. Et donc, évidemment, ça devient très compliqué. Même si on est bien sûr à l'écoute des gens pour les revoir et rediscuter de tout ça. Une autre conséquence importante et très pratico-pratique, c'est qu'on ne va pas pouvoir prodiguer de conseils génétiques fiables à ces familles. S'il y a un nouveau projet parental, on ne va pas pouvoir leur proposer de diagnostic prénatal ou de diagnostic préimplantatoire. Il s'agit par définition d'un variant de signification inconnue. Donc on ne va pas pouvoir éthiquement, évidemment, se baser sur ce variant pour réaliser ce diagnostic en anténatal et encore moins pour réaliser une interruption médicale de grossesse. Concrètement, les patients qu'on peut être amenés à voir en consultation, il y en a différents types, bien sûr, mais j'ai pris ces exemples-là. Par exemple, un patient avec un trouble du développement intellectuel qui n'est pas expliqué, qui vient avec ses parents pour en connaître l'origine, savoir si c'est d'origine génétique. Des gens qui ont un apparenté dans la famille et qui veulent savoir s'ils sont à risque de transmettre cela. Ou un enfant, effectivement, qui a une pathologie et puis un projet de grossesse. Donc, on a différents types de consultations et de contextes. Donc, l'enjeu, finalement, va être, vous l'avez très bien dit avant moi, de savoir si on peut reclasser ce variant et si on peut aider le conseil génétique de ces familles. Donc, un cas très, très concret, il faut d'abord, avant de parler de l'impact de ces VSI, finalement, quel est l'impact du diagnostic lui-même quand on a un diagnostic clair, Qu'est-ce que ça signifie? Je vous ai pris le cas d'un petit garçon qui a une maladie musculaire de début très précoce, une période néonatale, chez qui on a utilisé un panel de gènes impliqués dans les myopathies et maladies musculaires congénitales. Le laboratoire nous rend ce résultat. Ils ont identifié un variant pathogène, donc classe 5, hémizygote sur le chromosome X, donc XY, sur le chromosome X dans un gène qui s'appelle MTM1.
un gène qu'on connaît bien, on sait qu'il est responsable de ce type de myopathie. Donc les conséquences pour l'enfant et sa famille, on a le diagnostic. Donc déjà, on va arrêter de l'embêter. On ne va pas lui proposer des examens douloureux, invasifs, une biopsie musculaire, que sais-je, une ponction lombaire pour aller plus loin. On a le diagnostic, c'est clair. Et puis, je l'ai dit, alors là, j'ai pris volontairement le cas d'une maladie liée au chromosome X, donc l'enfant est là. Il a donc un chromosome X hérité de sa maman avec le variant, et puis un Y de son père. Et cette dame, cette mère, qui n'a pas de symptômes, elle porte aussi ce variant-là. Donc c'est cette particularité des maladies liées à l'X, si vous le savez. Pas toutes, hein, évidemment, je globalise, mais certaines maladies s'expriment chez les garçons et les mères peuvent être conductrices et ne pas avoir de symptômes et ne pas se savoir conductrice, ne pas se savoir porteuse. Donc cette maman, elle a un risque de récidive à chaque grossesse pour chaque garçon de 50%, ce qui est beaucoup. Et donc on va pouvoir lui proposer, si elle le souhaite, si le couple le souhaite, de bénéficier d'un diagnostic prénatal ou préimplantatoire pour une autre grossesse. Et puis au-delà de ça, on va pouvoir dépister les apparentés qui le souhaitent, on donne l'information et parfois on est amené à voir d'autres personnes de la famille qui viennent pour connaître leur statut, des jeunes femmes, et savoir si elles sont conductrices ou pas, et si elles ont un risque ou pas, et si elles en ont un, éviter ce risque éventuellement pour d'autres grossesses. Donc ça, c'est le cas qu'on préfère, entre guillemets, où on a un variant qui est clair et on sait ce qu'il signifie. On va prendre le même patient, et puis cette fois-ci, le laboratoire identifie un VSI, justement, de variant classe 3, de signification incertaine dans le même gène. Alors, tu l'as dit tout à l'heure, Julien, là, c'est un petit peu biaisé. C'est un panel de gènes impliqués dans les myopathies. Donc, forcément, on sait ce qu'on cherche et on s'attend à retrouver quelque chose comme ça. Mais néanmoins, on n'est pas sûr de ce variant-là. Il semble être une bonne piste au vu du contexte, mais on n'a pas assez d'arguments moléculaires pour plein de raisons. Et donc, on n'a pas de lien finalement clairement établi avec la pathologie. On a très envie d'y croire, mais à un moment T, le fait est qu'on n'a pas assez d'arguments réunis. Et puis là, en consultation, donc on rend ce résultat aux parents. Et puis la maman m'annonce je suis enceinte. Je suis enceinte, alors habituellement on est plutôt content, et puis dans cette situation-là, on fait plutôt cette tête-là, surtout quand la mère nous dit « mais c'est un garçon !» Ah, super. Donc là on transpire, et puis on essaye d'avancer. Alors heureusement, ce n'est pas toujours en contexte de grossesse et en urgence, mais j'ai eu ça il y a quelques jours de ça, donc c'est pas faux du tout. On reste avec le même variant, toujours hérité d'une maman, toujours sur le chromosome X, mais la différence là, c'est que malheureusement, vous l'avez compris, je ne vais pas pouvoir lui proposer de rechercher ce variant. Chez le bébé à naître, évidemment, bon, ça c'est pour plus tard, on ne peut pas proposer de le chercher chez les apparentés. Alors quelles sont les perspectives? Parce qu'on ne s'arrête pas là, on essaye de se bouger pour avancer. Quand c'est moins urgent, on aura plus de temps de faire tout ça. Là, quand vraiment une grossesse est en cours, une des choses qu'on peut faire qui est assez rapide, si tant est que ce soit possible, c'est d'aller étudier les apparentés. Tu l'as dit tout à l'heure, la ségrégation familiale. Donc, on va essayer, quand c'est possible, d'aller tester. Donc, la maman est là avec son variant, transmis à son fils, et on va aller essayer d'étudier ses parents. Et là, en l'occurrence, dans ce cas-là, le variant était présent chez la maman, mais pas chez ses parents à elle. Donc, on dit qu'il est de nouveau chez elle. Sans rentrer dans le détail, pour nous, c'est un argument supplémentaire en faveur de la pathogénicité de ce variant. Donc, on est plutôt content quand c'est comme ça nous arrange bien. On va, bien sûr, dans le temps ça n'arrivera pas dans le mois qui vient, mais bon, on va imaginer que des publications sortent régulièrement, hein, et heureusement d'ailleurs, ça nous aide beaucoup, sur les avancées des connaissances scientifiques. Et c'est sûr que si ce même variant, exactement la même faute d'orthographe dans le gène, à la même position, est identifié dans plusieurs familles atteintes de myopathie centronucléaire, ça va nous aider, évidemment. Pour le laboratoire, ça va l'aider à reclasser le variant. Il arrive qu'on aille un peu plus loin, malheureusement, qu'on puisse aller jusqu'à aller regarder carrément le muscle, aller faire une biopsie pour aller voir finalement si on retrouve des signes à l'histologie, des signes bien spécifiques de cette myopathie. Et là, ça va nous aider également. Et puis, vous en avez très bien parlé tout à l'heure, quand on a le temps et qu'on peut le faire, des tests fonctionnels, ça peut nous aider énormément pour aller voir si finalement cette protéine, ici la myotubularine, est-ce qu'elle est absente, est-ce qu'elle est là mais tronquée, est-ce qu'elle ne fonctionne pas bien? Et finalement, est-ce qu'il y a un impact plus globalement de ce variant au niveau cellulaire? On a parlé aussi aujourd'hui et hier d'autres études, du RNA-seq, des études en multi-omiques. Donc on a heureusement toute une panoplie d'aides en dehors d'une grossesse et de l'urgence de la grossesse, bien sûr, parce que tout ça prend du temps. Donc l'intérêt dans tout ça, vous l'avez compris, c'est d'essayer d'avancer et de reclasser ce variant en pathogène, et la boucle est bouclée. Alors on parle souvent de ce sens-là, mais ça peut nous aider aussi dans l'autre sens. On parle toujours des variants pathogènes, mais finalement, là, je vous ai pris un autre cas clinique tout à fait véridique, où on voit, vous allez cette fois-ci imaginer, c'est un adulte qu'on voit ici en consultation, un monsieur qui vient parce qu'il a une dilatation de l'aorte, il a 37 ans, dilatation de l'aorte qui est présente également chez son frère, chez sa maman qui a disséqué son aorte à l'âge de 38 ans et qui malheureusement a elle-même perdu son père à un âge très précoce, à 35 ans, il est décédé subitement.
pareil pour des oncles et tantes à peu près au même âge. Donc, ce qu'on voit ici, quand on voit cet arbre généalogique-là, on voit qu'il s'agit d'une forme familiale de dissection aortique, probablement avec un mode de transmission autosomique dominant, parce que par expérience c'est vertical, ça nous évoque ça. Ça signifie qu'il y a un risque de transmission de 50% à la descendance, c'est pas rien, quel que soit le sexe, fille ou garçon. Et évidemment, il y a un intérêt majeur du dépistage. Alors, dans un premier temps, on dépiste avec l'échographie, on mesure le diamètre de l'aorte. Mais chez les enfants de ce monsieur, par exemple, ça va être plus compliqué. Quand on est très très jeune, on ne pourra pas assurer, parce que l'écho est normal à l'âge de 15 ans, que ce jeune garçon, il n'est pas à risque d'avoir sa dilatation et de disséquer à un âge très jeune. Donc l'intérêt majeur dans tout ça, nous, ce qu'on essaye de faire, on se bat pour ça, pour essayer de proposer de faire de la médecine préventive et de proposer un diagnostic présymptomatique aux gens qui n'ont pas de symptômes dans la famille a priori, pour adapter leur prise en charge. C'est un petit peu le but ultime de toutes ces démarches. Et donc ce patient-là, il va bénéficier d'une étude de panel de gènes, encore une fois, cette fois-ci impliquée dans les dilatations de l'aorte héréditaire, et on va identifier justement un VSI chez lui. On va faire comme tout à l'heure, là il n'y a pas d'urgence liée à la grossesse, mais on va raisonner pareil. On va essayer d'étudier les apparentés. On va faire une ségrégation familiale. Et pas de bol, on s'aperçoit que finalement, les gens qui sont porteurs du variant sont ceux qui n'ont absolument pas de symptômes. Ses oncles qui ont 80 ans, donc avec une échographie parfaitement normale, manifestement ne sont pas atteints de la maladie familiale. Et ils sont porteurs du variant, ça colle pas bien. Sa mère qui est atteinte et son frère ne sont pas porteurs, donc ça colle pas très bien, mais ça nous aide. Ça peut parfois aider, alors, parfois d'autres arguments qui se surajoutent, mais ça peut aider nos collègues du laboratoire à reclasser ce variant dans l'autre sens. Vous allez me dire, oui, mais on est bien avancé, on a reclassé, mais on n'a pas de diagnostic dans cette famille. On va essayer d'aller plus loin, et une des façons d'aller plus loin, tu l'as dit tout à l'heure, Julien, c'est d'aller faire une étude pangénomique, donc d'aller séquencer le génome. On a la chance de pouvoir faire ça actuellement, maintenant en France, et dans plusieurs indications, notamment dans celle-là. Il y a toujours un intérêt diagnostique majeur, et on va essayer d'aller chercher finalement un variant un peu plus caché qu'on n'a pas retrouvé dans les gènes les plus fréquemment impliqués, ou en tout cas en utilisant un panel classique. Et là, par chance, on identifie un variant, cette fois-ci pathogène, classe 5. Le diagnostic est confirmé. Donc c'est une bonne nouvelle pour la famille, même si ça peut paraître troublant comme ça, parce que maintenant qu'on a une réponse, on peut adapter. On peut adapter la prise en charge et on peut proposer ce fameux diagnostic présymptomatique aux enfants. Et si on les dépiste, ça signifie quoi ? Déjà, ceux qui ne sont pas porteurs sont rassurés, ce n'est pas anodin. Et ceux qui sont porteurs ou porteuses pourront bénéficier d'un suivi cardiologique. Tout ça, c'est pour éviter des complications. C'est de la prévention. Si on a des jeunes sportifs qui veulent, je ne sais pas moi, faire comme j'ai eu une fois, du sky surf, le truc où on tombe de 30 mètres de haut là, sur la mer, on va essayer de leur proposer d'adapter un petit peu leur pratique. Et puis je terminerai là-dessus. Alors, il n'y a pas de vraie, bonne ou mauvaise réponse, bien sûr, mais une réflexion éthique, mais qui reprend un petit peu tout ce que vous avez dit tout à l'heure. C'est-à-dire que nos technologies nous aident énormément, sont de plus en plus poussées, notamment avec le séquençage du génome. Je suis bien placée pour le dire, parce qu'on est ravis de pouvoir apporter des diagnostics de plus en plus fins à nos patients. Mais effectivement, plus on cherche, et mieux on cherche, plus on trouve. Et l'une des questions autour de laquelle on peut discuter, et je serais ravie d'en discuter avec vous, c'est comment gérer cette angoisse, qui n'est pas toujours là, c'est vrai ce que tu disais tout à l'heure, Julien aussi, générée parfois par l'incertitude. C'est très variable d'une famille à l'autre. Certains vont être très très angoissés par rapport à ça, puis d'autres, ça va passer très très bien. Et puis ils vont se laisser un peu porter et attendre et comprendre qu'effectivement, il faut laisser un peu de temps pour que la science avance. Par contre, est-ce qu'on est toujours bénéfique pour ces familles ? C'est une grande question. On essaye de le faire au mieux pour les aider, mais je ne suis pas sûre que ce soit toujours vrai. Voilà, je vous remercie pour votre attention, puis on va pouvoir discuter. Merci Salima, c'était remarquable. Je vous invite à venir et donc on va ouvrir les présentations aux questions. Alors, est-ce qu'il y a moi, j'ai peut-être une remarque pour amorcer la discussion. Souvent, je me souviens quand on présentait l'arrivée de toutes ces méthodes de séquençage, on disait que c'était des résultats en fait, qui étaient définitifs, parce que le génome, une fois qu'il est séquencé, Et puis à vous écouter, je me demande si on n'est pas quand même en train de rejoindre un peu la médecine probabiliste, c'est-à-dire où les choses, même si on a séquencé quelque chose qui est définitif, finalement ça peut évoluer. Et en vous écoutant, je me dis que ces personnes qui sont venues avec une demande à laquelle on n'a pas pu répondre, eh bien, on va probablement les revoir, vous allez les revoir, les laboratoires vont les réanalyser, etc. Quel est le rythme idéal pour ça ? C'est-à-dire que, est-ce que ça dépend des gènes ? Est-ce que ça dépend des maladies ?
il y a quelque chose là pour commencer à réfléchir, parce que en fonction du nombre de données aussi, probablement, c'est un peu différent si on fait que des panels. Quand vous identifiez un variant finalement qui est pathogène, est-ce qu'après vous l'incluez dans le panel, ou est-ce que finalement vous dites dans ces cas-là, c'est pas la peine de faire le panel? Toutes ces questions, elles sont encore posées, j'imagine. Je peux prendre un premier tour. Du coup, alors il y avait plein de questions les unes dans les autres. Le caractère probabiliste de la génétique, ça peut être un sujet. Le côté capitalisation à travers un examen très complet, c'est un autre sujet. Je vais commencer par celui-là parce qu'il est plus facile. Et probablement que c'est la valeur ajoutée principale du PFMG, de nous permettre de prescrire des génomes entiers ou des examens pangénomiques, quoi qu'il en soit, parce que ça nous permet d'aller anticiper l'étape d'après au-delà du monofactoriel et de répondre déjà beaucoup mieux à l'étape du monofactoriel. C'est-à-dire quel est le diagnostic de la pathologie rare de mon patient, ou quels sont les biomarqueurs de la tumeur qui sont importants pour la prise en charge. Et si on ne sait pas aujourd'hui, on pourra réinterroger. Donc cette capitalisation, je pense que c'est vrai, il faut l'avoir en tête, et c'est pour ça probablement que l'État a investi aussi sur la génomique. On est sur une technologie qui est stable, qui est là depuis longtemps, sur laquelle on n'a pas fini de capitaliser. Il y a toujours des nouvelles technologies, il y a toujours des choses à pousser. Je ne sais pas si la course au changement est à rechercher, mais ce n'est pas à moi de décider. On a plein de challenges sur déjà ce qu'on a généré et sur exploiter au mieux tout ce qu'on a fait. Et puis la deuxième chose, le caractère probabiliste, je pense que des fois on a de la certitude. Et la certitude, c'est ce que j'ai essayé de montrer tout à l'heure, on revient très rarement sur un diagnostic de certitude. En revanche, on peut très probablement compléter le message, et le temps complétera les messages qu'on peut donner à ces familles. Et ça peut être vrai pour la classification, c'est un peu le niveau 0, c'est-à-dire je classe un variant, c'est le niveau 0 de la certitude. Et après, c'est comment j'adapte la prise en charge, et c'est en ça que c'est très probabiliste. Parce qu'en fait, avoir un variant pathogène, ça ne veut pas dire avoir les symptômes à 22 ans, comme c'est l'âge médian. Et il va falloir suivre les gens très périodiquement. Et donc ça, c'est un peu les challenges de nos services de génétique, c'est à quelle périodicité on peut voir les gens pour les suivre, qu'est-ce qu'on leur propose de manière un peu contextuelle à leur famille, aux variants qu'on a trouvés, à la littérature, tout ça étant un peu grêle parfois, et en fonction de nos moyens aussi, qui peuvent être parfois un peu grêles. Du coup, c'est assez pragmatique, on fait un peu au mieux. Mais je m'arrête là, je te laisse compléter. Tu as tout dit, puis après, tout dépend évidemment, vous l'avez dit aussi, du type de gène ou de la pathologie. Si là, on parlait d'une pathologie cardiaque ou cardiovasculaire, nous, on va laisser le soin finalement aux spécialistes, aux cardiologues, aux médecins vasculaires de décider, puisqu'il y a des recommandations nationales. Lorsqu'on est porteur de telle ou telle mutation dans tel gène, parfois, il existe des recommandations pour des pathologies rares, de dire qu'il faut les suivre à tel rythme, etc. Donc il existe quand même des choses, mais sinon, comme tu le dis, pour des patients qui ont une déficience intellectuelle ou des petits avec un retard de développement, on fait comme on peut. On n'est pas assez nombreux pour les suivre, c'est clair. Quand on a la chance d'avoir un neuropédiatre dans le service, c'est super parce qu'on peut effectuer un suivi régulier, mais souvent c'est insuffisant. Bon, plein de questions soulevées. Enfin, il y a vraiment plein de façons d'y répondre assez largement. Le premier, quand même, sur le VSI, aussi la façon dont c'est reçu, je pense, sur une population moins acculturée que les spécialistes à la génétique. Et je pense qu'il faut déjà avoir une leçon de modestie sur la capacité qu'on a de faire parler le génome au-delà de quelques variants évidemment délétères, et la compréhension qu'on peut avoir de en fait, nos difficultés dans le grand public à faire parler l'ADN. Sur le caractère dynamique, il y a quand même en pratique des difficultés de relecture de ces VSI. Parce que finalement aussi, moi j'étais en train de dire, il y a plein de VSI partout, puis tu disais, mais finalement on trouve de moins en moins. C'est aussi sur le fait qu'on les rende ou pas. Parce que si je suis un peu provocateur, finalement, est-ce qu'il faut rendre les VSI? Et sans doute que dans le génome, ils sont beaucoup moins rendus qu'on ne le fait, comme tu le disais très bien, sur un panel. Donc s'ils ne sont pas rendus, on va avoir du mal à les réinterroger. Alors, évidemment, quand c'est fait dans un contexte où tu as le CAD et les génomes sont repris, pourquoi pas, mais moi j'avais quand même déjà cette première question, c'est finalement qu'est-ce qu'on fait des VSI pour de vrai en pratique? Voilà, nous, on les rend sur des panels de gènes, mais c'est vrai que quand on ouvre, je pense qu'on a moins tendance à les rendre, et ça va poser ça va être en lien avec la question qui est posée. C'est bien de les réinterroger, mais encore faut-il qu'on ait conservé la mémoire de ces VSI si on a eu le choix, si on a pris le parti de les rendre de manière plus ou moins systématique. Ce qui est compliqué, alors, pour nous en pratique clinique, on n'a pas de moyens ni humains pour l'instant, en tout cas ni informatisés, ça serait le rêve, mais pour l'instant c'est pas le cas, de faire une sorte de veille
et de réinterroger, enfin de recontacter les familles 1 an plus tard ou 2 ans plus tard lorsqu'il y a un VSI. Donc on leur dit, on insiste beaucoup en consultation en disant nous on n'aura pas le moyen de venir forcément revenir vers vous, revenez vers moi d'ici 1 an ou 2, tout dépend, et recontactez-nous, on vous revoit en consultation, il faut réévaluer votre enfant, le réexaminer, etc. et reconsulter un petit peu et donner de la littérature. Mais on n'a pas encore ce moyen-là, les gens aimeraient bien, mais ce n'est pas pour l'instant envisageable. Qu'on s'enferme entre nous, mais c'est pour revenir à ce que tu as dit, Eric. Effectivement, je ne l'ai probablement pas bien dit tout à l'heure, je pense que le séquençage de génome génère beaucoup plus d'incertitudes, et contrairement au panel où on a de temps en temps un VSI, alors on va le mentionner, dans le génome on a toujours des caisses, et on ne sait pas où dresser la ligne de je rends pas, donc on simplifie l'équation souvent. Je rends que la certitude. Donc effectivement, c'est probablement un des arguments il y a moins de VSI sur les génomes, parce qu'en fait, on ne saurait pas où s'arrêter. Il y en a tellement. Et on sait que ça ne rend pas service aux familles, c'est-à-dire à court terme. C'est-à-dire qu'il nous faut une espèce de veille et un système de mémoire qui ne dépendent pas que de la présence d'un variant sur un compte-rendu. C'est peut-être dans une base, dans quelque chose d'une intelligence dans laquelle on contribue tous. Ouais. Justement, je rejoins votre question. Vraiment, là, les VSI, c'est très questionnant. Sur justement, ça paraît dingue que là, en 2025, avec tous les moyens techniques qu'on a, on n'ait pas une base nationale de tous les karyotypes complets, peu importe l'interprétation, avec les symptômes cliniques majeurs, mineurs. Parce qu'en fait, parfois, il y a des choses majeures qui vont prédominer, mais il peut y avoir des signes plus discrets qui, en fait, vont être... selon la pénétrance, les éventuelles compensations de la personne, qui sont vraiment variables. Et ça paraît très énorme pour pouvoir aider à croiser et à sortir justement du statut VSI, tous ces variants. Si on avait, je ne sais pas combien de cas, mais en tout cas beaucoup plus d'éléments, avec toute la technique qu'on a actuellement, ça paraît un petit peu primitif comme aide, je ne sais pas. Vous le dites, de toute façon. Donc... On refait un tour de micro du coup. Oui, c'est vrai. Mais en fait, avoir une base nationale, c'est certainement un prérequis. Pourtant, ça ne suffira pas. La plupart de nos maladies rares, finalement, donnent lieu à la naissance d'un enfant tous les 1 an, 2 ans, 3 ans à l'échelle nationale. Donc, en fait, du moment que la prévalence de ces maladies est de moins de 1 sur 1 million, finalement, on se dit il y a un enfant qui naît tous les 3 ans. C'est-à-dire qu'individuellement, je n'aurai jamais l'expérience de cette pathologie, parce que c'est très improbable que j'en vois 2. Et nationalement, est-ce qu'on aura une information utile à donner ? Donc il nous faut un dispositif plus large, d'où les projets européens que je mentionnais tout à l'heure, parce que je pense qu'il faut s'inscrire dans cette dynamique-là. Et puis le deuxième point, il est plutôt réglementaire, que c'est de la donnée de santé ou de la donnée individuelle, très sensible, et que c'est pas si simple à manipuler ni à partager. Et après, on y va sur des registres moins rigolos, mais c'est contraint, tout ça. Donc c'est pas, la question n'a jamais été technique. Oui, parce qu'avec l'IA, justement, elle pourrait, au-delà de nous, de notre expérience, justement, faire ressortir des probabilités ou des... Alors, c'est quand même un peu fait à l'échelle des laboratoires en ce qui concerne les panels de gènes. Régulièrement, nous, les labos, on communique par mail, on s'appelle parfois quand il y a justement des variants, et le confrère, la consoeur va me dire dans notre base de données interne, parce qu'on a je ne sais combien de patients avec une dilatation de l'aorte, et on connaît très bien, on est centre de référence, il n'y en a aucun qui a telle chose. Donc c'est quand même, on essaye de faire avec les moyens du bord et à l'échelle individuelle des laboratoires, c'est quand même fait. Intervention, c'était passionnant. Mon domaine n'est pas la génétique, mais la procréation. Et à entendre vos réflexions extrêmement pertinentes sur la réaction des personnes vis-à-vis de la responsabilité plus ou moins certaine, probable ou absente dans une pathologie, il me semble que cette réflexion s'adapte à l'ensemble de la médecine. Et... dans le sens où quand on ne sait pas, eh bien, c'est à la fois rassurant parce qu'il n'y a rien de grave détecté et c'est en même temps extrêmement angoissant. Et quand on sait, si on a une solution, c'est génial. Si on n'a pas de solution, c'est extrêmement inquiétant. Et dans mon domaine, qui est celui de traiter l'infertilité, il y a un vaste champ d'infertilité dite inexpliquée,
Donc nous ne savons pas grand-chose. D'ailleurs, il y a plein de termes. C'est idiopathique, c'est sans cause, c'est inexpliqué. Et les personnes qu'on a en face de nous vont se sentir peut-être pas coupables, mais en tout cas responsables, alors que dès que nous trouvons un diagnostic, eh bien, c'est l'organe qui va être en cause et non pas la personne humaine. Et c'est le médecin qui soigne qui va être soit celui qui va trouver une solution, soit celui sur qui va pouvoir se poser la colère, la revendication, si on ne trouve rien. Mais en tout cas, on se dégage de cette responsabilité qui est souvent tout à fait insupportable. Et c'est vrai qu'en obstétrique, en diagnostic anténatal, etc., c'est la même chose. Donc, ça m'a évoqué tout ça en vous entendant et je vous remercie. Pour rebondir, on a tout type de situation, mais ça peut être un peu compliqué. Vous l'imaginez bien quand on trouve quelque chose qui est clairement causal et que c'est hérité des parents. Là, c'est un sentiment souvent d'énorme culpabilité, pas toujours, hein, mais évidemment c'est humain. Souvent les mamans, un peu plus, qui se disent effectivement qu'est-ce que j'ai pu faire. Bon, à la fois ça les déculpabilise dans certaines situations parce qu'elles ont toujours cru que c'est parce qu'elles avaient, je ne sais pas moi, voyagé ou bu de l'alcool dans le premier jour avant, un mois avant la grossesse. Enfin, on peut tout imaginer. Elle culpabilise beaucoup. Donc à la fois, il y a cette déculpabilisation. Et puis parfois, quand les deux parents sont porteurs sains d'une mutation et que l'enfant hérite des deux, malheureusement, on aura beau faire ce qu'on peut, il y a toujours ce sentiment de culpabilité. Puis on les accompagne comme on peut avec nos psychologues, toute l'équipe évidemment. Oui, bonjour. Je suis cytogénéticien à Toulon et je travaille avec des cliniciens très proches. La loi de bioéthique a débouché sur des modifications des décrets, des modalités, des bonnes pratiques. Et en particulier, on a introduit l'information maintenant comme quoi on pourrait trouver des données sans rapport avec l'indication initiale, des données incidentes. Et donc avec un peu l'obligation d'informer les patients. Et donc on se retrouve maintenant alors, il y a effectivement les variantes de signification inconnue, mais également maintenant la découverte de ces variations, de ces données incidentes qui nous posent des problèmes quotidiens de savoir effectivement d'avoir fait l'information, de savoir ce que veulent connaître les patients et ce qu'on est en capacité de rendre, en particulier maintenant avec l'implémentation de l'exome en diagnostic prénatal. Donc, je voudrais avoir votre avis sur cette question. Vous voulez que je réponde Ça, c'est pour nos modérateurs. Merci. Bon, ouais, c'est une question évidemment pertinente et difficile, mais la loi est votée et vous savez, on dit toujours la loi est bien faite, hein, la loi est dure, mais c'est la loi. Donc oui, on est obligé de croiser les informations et de rendre les données incidentes, mais ça fait ressortir un certain nombre de problématiques qui ne sont pas toutes des problématiques scientifiques, hein, qui peuvent être des problématiques éthiques, même philosophiques, hein, de se dire, voilà, est-ce qu'on doit informer quelqu'un, Et donc, il y a une démarche pour faire ça, et les cliniciens et les professionnels ont réfléchi à ça, à la meilleure façon d'informer, c'est-à-dire de recueillir le consentement, et il y a un travail qui est sur le point d'aboutir là, puisque les textes sont à la relecture entre la Direction générale de la santé et les professionnels, de façon à formaliser la meilleure façon de recueillir le consentement de gens à qui on va dire « on va peut-être vous découvrir quelque chose qu'on ne cherche pas », voilà, et qui aura peut-être une signification forte. Donc c'est une vraie difficulté. Ça promet aussi un élargissement vraiment important par rapport à tout ce qui a été montré, c'est-à-dire en nombre de consultations et en changement de parcours, parce que tout à l'heure vous parliez d'une personne qui vient avec une pathologie aortique, si on lui trouve des données incidentes qui concernent un autre organe ou un autre parcours de soins, ça sera un autre parcours de soins. Donc c'est il y a une vraie difficulté là-dessus. À l'Agence de la biomédecine, on travaille et on a animé des groupes de travail pour produire la meilleure façon de faire ces consentements. Et on doit maintenant s'atteler à rédiger les bonnes pratiques, c'est-à-dire comment faire pour travailler le mieux possible et ne pas être le moins anxiogène possible en étant le plus efficace ou informatif possible.
pour les patients, bien sûr, qui nous sollicitent, mais je pense aussi aux praticiens, hein, c'est-à-dire que c'est beaucoup de travail qui va être derrière pour les labos, pour à quel rythme, comment on rentre dans un nouveau parcours. Donc tous ces points sont très importants, mais je crois qu'ils se nourrissent de tout ce qui a été dit là. C'est-à-dire que quand il va y avoir, quand on va découvrir une donnée incidente, eh bien, on pourra aussi se poser la question de savoir quelle est sa signification exacte, où elle se classe, etc. Est-ce que ça, c'est déjà parfaitement identifié? Je ne sais pas. Peut-être, Eric. Je ne suis pas sûr que là, on soit dans le champ des variants de signification inconnues. Donc, on sera très en attente. Et là, je veux juste peut-être dire vraiment à quel point l'agence, depuis de longues années, est utile pour les praticiens de terrain. Et c'est vrai que ces bonnes pratiques, on les attend aussi pour cadrer, pour nous aider dans ces changements. Et les données incidentes, c'est quand même un vrai changement pour savoir, évidemment, ce qui pourra être rendu ou pas. Enfin, voilà, quand on aura discuté collectivement. À titre personnel, je ne suis pas sûr que les variants de signification inconnues doivent rentrer dans ce champ des données incidentes. Je vais me permettre de prendre la parole aussi, simplement pour ajouter des questions et un point de vue un peu décalé et d'une certaine manière complètement novice, mais le point de vue des sciences humaines. Et donc, d'abord, vous remercier pour vos présentations extrêmement claires et les discussions qui sont suivies. Du point de vue des sciences humaines, j'ai l'impression qu'il y a 3 grands volets en fait, problématiques soulevées par ces passionnantes recherches. Le premier, il est épistémologique, et si on en reste vraiment aux variants de signification inconnue, c'est-à-dire on se focalise là-dessus et pas sur les autres variants, il y a la question épistémologique en fait, qui interroge la granularité d'une certaine manière de l'incertitude, puisque le Collège américain, si j'ai bien compris, a même ensuite encore raffiné les choses et a dit pour les variants de signification inconnue, on peut encore classer à l'intérieur, faire une sous-classification de possiblement pathogène, enfin faiblement possiblement pathogène, fortement possiblement pathogène, et puis médium, quoi. Donc moi, ma première question, elle est d'un point de vue épistémologique sur simplement la notion en fait d'incertitude que pose ces variants à la science. Est-ce que vous, donc ça s'adresse plutôt au professeur Éric Passement, est-ce que, mais à vrai dire aussi au professeur Thévenon, est-ce que vous pensez que c'est utile effectivement de rentrer dans ces sous-classifications-là et finalement, est-ce qu'il ne faut pas accepter aussi une certaine part d'insondabilité de l'incertitude à un moment? Première question. Deuxième question sur la pratique du suivi donc, qui a été soulevée. Je discutais avec une généticienne à Nantes qui me disait, qui allait jusqu'à dire parfois le patient a la mémoire du diagnostic. Donc si effectivement on en est là, ça pose quand même des problèmes effectivement de suivi, surtout si il y a des enjeux de reclassification. En même temps, il est clair que toutes ces procédures de reclassification dont vous nous parlez sur un temps plus ou moins long, à 8 ans, mais effectivement, tout va bien, si j'ose dire, quand on a un résultat. Mais quand on n'a pas de résultat et qu'on impose ça à des familles sans cesse et d'avoir toujours sans cesse l'incertitude du résultat qui arrive. Bon, donc là, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas le faire. Je suis en train de dire qu'il va falloir que vous preniez les sciences humaines avec vous et qu'il va falloir qu'il y ait des enquêtes là-dessus. Parce qu'en fait, c'est pas possible d'avoir ensuite des décisions éthiques qui se prennent à l'aveugle ou à la va-vite parce qu'il faut savoir si on sort la loi ou si on ne la sort pas. Non, c'est juste pas possible. Et à mon avis, ça c'est un point sur lequel je milite depuis longtemps, il va falloir régionaliser en fait à chaque fois, selon évidemment les pathologies, selon aussi les contextes. Il va falloir et ne pas juste dire on annonce ou on n'annonce pas. Troisième point, la notion même de diagnostic. Et là, il me semble qu'il y a eu aussi des études, parfois avec des associations de patients. Je pense à l'association Ding Ding Dong, qui a quand même beaucoup repensé le diagnostic présymptomatique pour la maladie de Huntington et qui milite, alors c'est sûr que c'est très militant, mais pour repenser le diagnostic comme un moment où on doit mettre des gens en capacité, que ce soit le praticien ou le patient,
Et donc de faire quelque chose, effectivement. Je crois que le panel s'intitule « Que faire des VIS ?» Eh ben, c'est exactement ça, en fait. Hein. C'est une fois qu'on a fait toute cette recherche, la question, c'est comment repenser. J'imagine qu'un patient qui a eu un cancer du sein et qui attend cette nouvelle, eh bien, même le diagnostic VIS, ça ne sera pas reçu de la même façon que pour un patient qui n'a pas déclenché des symptômes, y compris un cancer. Il y a une temporalité, une histoire du patient. Alors ça, je suis persuadée que le docteur El Chehadé en tient compte. Mais tout ça me semble absolument nécessaire. Ça me semble absolument nécessaire qu'il y ait des enquêtes de sciences humaines, en psycho, en sociaux, là-dessus. Un petit mot sur, en enquête SHS, il y a quand même au moins une ANR dans laquelle plusieurs centres sont impliqués pour la médecine d'adulte, la médecine pédiatrique, avec des terrains d'observation, de sociologie, d'anthropologie et juridique, je crois, en tout cas pour ceux qui viennent dans le service. Mais vous en faites partie aussi. Ouais. Justement sur l'acceptabilité, sur les projets pilotes associés au plan, moi je fais un peu partie de Glucogène, on a des sciences humaines pour justement tester, évaluer l'acceptabilité par exemple des données incidentes, on en parlait, la réception de ces données, même les discussions aussi des professionnels entre eux sur l'interprétation des variants. Mais je vous rejoins, il faut effectivement ça permet aussi de faire un peu, de sortir de notre entre-soi de généticien, et puis parce que je pense que l'acculturation de la science en général, mais de la génétique sans doute auprès du grand public est très faible, et ça doit participer, je pense également, de cette diffusion, cette implication des sciences humaines dans toutes ces discussions, effectivement. Et de la même manière, je crois qu'on en a parlé un petit peu hier, si vous êtes au courant, une étude qui s'appelle DEFIDIA, qui est une étude nationale qui a été menée, fait partie du plan, et dans laquelle ont été inclus plus de 1200 patients avec un trouble du développement intellectuel avec leurs parents. La moitié n'était jamais explorée, et puis l'autre moitié, c'était des patients qui avaient déjà une exploration génétique, et ils ont tous bénéficié d'un séquençage de génome. Donc on a pu comparer le rendement diagnostique avec les techniques habituelles, la stratégie de référence, entre guillemets. Tout ça pour dire que cette étude a donné des résultats, mais en parallèle de l'étude vraiment génomique, il y a une étude effectivement sciences humaines et sociales qui est en train d'être menée pour étudier justement les conséquences et l'impact à la fois psychologique et de manière générale socio-psychologique sur les familles. Quel va être l'impact de ces résultats, qu'ils soient positifs ou négatifs, ou justement VSI, sur le suivi des patients, sur la prise en charge des enfants, hein, mais ça va assez loin, hein, la prise en charge, donc les rééducations, les dossiers MDPH, l'acquisition d'une AESH ou pas, etc. Donc c'est en cours. Je voulais interagir sur un des points qu'on n'a pas détaillé, c'est faut-il disséquer l'incertitude pour la graduer ? Je pense que oui, c'est un avis personnel, parce que ça... Ouais. En même temps, d'abord parce que c'est cartésien, et après parce que c'est là partout où on peut mettre de la nuance, c'est important. Parce que on n'est pas dans du noir et blanc, et même dans le gris il y a des teintes, c'est comme ça, et c'est ce que Salima a dit tout à l'heure et qui est en fait le plus important, c'est pour les gens, s'il y a un VSI, ça veut dire que c'est quand même pas nickel. Alors en fait non, de notre point de vue, s'il y a un VSI, c'est qu'on ne peut rien dire. Pourtant ce n'est pas du tout l'information qui est comprise. Donc je reviens sur ce que tu as dit, l'acculturation. En fait on a un gap qui est très important, et du coup là où à titre personnel j'attends beaucoup des SHS, c'est sur une manière d'éduquer la population, de trouver les bons leviers, les bons endroits, les bons moments de l'éducation nationale ou bien supérieure, où on peut avoir ces leviers-là, parce que c'est hyper compliqué. On voit bien que expliquer le consentement déjà avant la notion de données incidentes, c'était parfois folklorique. Alors avec tout ce qui se profile, je ne sais pas très bien comment on pourra estimer qu'on a été parfaitement clair, loyal avec l'information donnée, parce que peut-être que cette pièce n'est pas le reflet de la société française en termes de capacité de comprendre la complexité. Mais c'est vrai que beaucoup de familles ont retenu ça. Hein. Nous, on arrive parfois en consultation, on rend un résultat, et la première chose des fois que les familles nous disent, c'est « donc vous m'avez trouvé un cancer ou pas ?» Merci en tout cas beaucoup pour votre présence. Merci pour vos présentations qui étaient très très claires. Et puis on peut continuer. Merci beaucoup.